On dit que certaines absences font plus de bruit que les présences les plus éclatantes. Ce jour-là, dans un appartement parisien anonyme, le téléphone ne sonne pas. Pas un mot, pas un souffle, rien que le silence. Romy Schneider, allongée sur son lit, les yeux clos, s'est éteinte seule à 43 ans. Une fin sans fracas, mais qui a résonné dans toute la France comme un coup de tonnerre étouffé. Quelques semaines plus tôt, son fils David était mort empalé sur une grille en escaladant la maison de ses grands-parents. L'image de ce garçon blond aux yeux rieurs, fauché dans l'enfance, entra à jamais la mémoire collective. Mais il est une autre absence plus intime, plus déchirante encore, celle d'Alain Delon. L'homme qu'elle a aimé avec une intensité presque déraisonnable, qu'elle n'a jamais vraiment quitté du cœur, même longtemps après leur séparation. Dans les jours sombres qui ont précédé la mort de Romy, il ne s'est pas présenté à sa porte. Pas de visite, pas d'épaule, pas de bras pour la retenir du vide. Plus tard, il dira « Je devais être là, mais je n'ai pas su ». Une phrase comme une gifle tardive. Une confession trop humaine, trop cruelle, trop vraie. Ce n'est pas une histoire de trahison, de scandale ou de violence visible. C'est une histoire d'amour inachevée, suspendue, rongée par le silence. L'histoire de deux êtres flamboyants qui n'ont jamais su se dire les mots essentiels au bon moment, et ce retard-là parfois tue plus sûrement que le mensonge. Alors que le monde retient son souffle devant la fin tragique de Romy Schneider, une question continue de hanter les esprits. Si Alain Delon avait été là, serait-elle encore vivante? Avant d'être Romy Schneider, l'icône tragique du cinéma européen, elle fut Rosemarie Magdalena Albach. Une petite fille née dans l'Autriche post-nazie de 1938 au sein d'une famille que le public admirait, mais qui derrière les rideaux tirés respirait l'ambiguïté et les non-dits. Ses parents, Magda Schneider et Wolf Albach-Retty, étaient tous deux des acteurs reconnus. Sa mère surtout incarnera longtemps la femme douce et pieuse des écrans germaniques. Mais ce vernis de vertu cachait une proximité troublante avec le régime hitlérien. Magda fréquentait les cercles proches du Führer et tournait dans des films produits sous le regard bienveillant de la propagande nazie. Pour Romy, cette filiation fut un fardeau silencieux. L'adolescente comprit très tôt que la notoriété ne protège de rien et que l'image publique peut trahir les vérités les plus intimes. À 9 ans, ses parents divorcent, son père disparaît pratiquement de sa vie. C'est donc dans un univers presque exclusivement féminin qu'elle grandit sous l'ombre portée d'une mère ambitieuse et autoritaire, qui la pousse à ses débuts d'actrice parfois au mépris de son propre bien-être. Romy ne choisit pas le cinéma, elle y est propulsée, enrôlée, comme dans une guerre qu'elle ne comprend pas encore. L'image de Sissi, impératrice de contes de fées, qu'elle incarne à l'âge de 17 ans, deviendra une cage dorée. Le public l'adore, la presse, l'idéalise, mais elle étouffe. Cette idéalisation précoce, presque infantile, crée en elle un gouffre entre ce qu'elle ressent et ce que l'on attend d'elle. Romy apprend vite à se méfier du bonheur trop visible. Derrière chaque sourire se cache une attente, un rôle à jouer. Elle intègre que la vie, comme les plateaux de tournage, est une série de répliques à livrer même quand le cœur est ailleurs. Cette enfance, faite de faux semblants de silence imposé et d'obligations maquillées en destin, a semé en elle une faille originelle. Une peur panique d'être abandonnée, une difficulté à exister en dehors du regard des autres, un besoin vital d'être aimée parfois à n'importe quel prix. L'adulte qu'elle deviendra aussi lumineuse, qu'angoissée, portera toujours en elle la petite fille oubliée qui n'a jamais cessé de chercher un abri sûr. Romy Schneider aurait pu se contenter d'être la Sissi éternelle des plateaux bavarois. Mais à tout juste 20 ans, elle fait un choix radical, fuir l'Autriche, fuir le kitsch, fuir l'image figée d'une femme idéalisée. Elle part pour Paris comme on quitte une vie qu'on n'a jamais choisie, et dans ses bagages, un seul espoir existait autrement. Ce saut dans le vide est aussi un saut dans les bras d'un homme Alain Delon, mais c'est avant tout une tentative désespérée de se réapproprier son destin. À Paris, Romy se réinvente. Elle travaille son accent, reprend tout à zéro, s'immerge dans une culture nouvelle. Le public français, d'abord méfiant, tombe peu à peu sous le charme d'une actrice à la beauté inquiète, à la fragilité assumée. Avec Delon, elle tourne Christine 1958 et leur couple fascine, ils incarnent la jeunesse, la sensualité, la modernité. Pourtant, derrière les projecteurs, Romy découvre une autre solitude. Delon l'introduit dans un monde où elle n'a pas encore de place, où elle doit sans cesse prouver qu'elle est plus qu'un visage de porcelaine venu d'ailleurs. Lorsque leur relation se fissure, sa carrière connaît paradoxalement une métamorphose. La rupture sentimentale devient le catalyseur d'une renaissance artistique. Sous la direction de réalisateurs exigeants comme Visconti Well et plus tard, Claude Sautet, elle révèle une intensité dramatique insoupçonnée. Son jeu devient plus dur, plus nu, plus vrai. Elle n'est plus la princesse, elle devient la femme blessée, la mère courage, la maîtresse en sursis.
des rôles à fleur de peau qui puisent sans doute dans ses propres cicatrices. Mais cette ascension professionnelle fulgurante cache une vérité cruelle, plus Romy triomphe à l'écran plus elle s'épuise dans sa vie privée. Les tournages, s'enchaînent les voyages aussi, et avec eux la perte d'un foyer fixe, d'un ancrage. Elle est partout adulée, mais nulle part enracinée. Les photographes l'immortalisent dans ses plus belles robes, les festivals la couvrent d'éloges, mais elle-même avoue « Quand je souris à Cannes, c'est souvent pour ne pas pleurer ». Le contraste est saisissant. L'actrice est devenue muse, icône, légende. Mais la femme, elle semble toujours attendre quelque chose, un regard humain, une paix intérieure qui ne vient jamais. Dans la lumière crue des studios, elle rayonne. Mais sitôt les caméras éteintes, le vide s'installe. Une forme de tristesse chronique tapit derrière les applaudissements. Car la gloire, dans le cas de Romy Schneider, n'a jamais été un refuge, c'était un camouflage, une armure scintillante qui masquait une détresse insondable. Et chaque rôle qu'elle acceptait n'était au fond qu'une nouvelle tentative de se retrouver elle-même. C'est une histoire d'amour comme le cinéma en rêve, mais que la réalité n'a jamais su apaiser. Lorsque Romy Schneider rencontre Alain Delon en 1958 sur le tournage de Christine, elle n'est encore qu'une étoile germanique, lui un jeune premier insolent du cinéma français. Elle est disciplinée, timide, presque docile. Il est indomptable, magnétique, insaisissable. Tout les oppose, les origines, la langue, les manières, mais quelque chose de plus fort que la raison les aimante dès les premières secondes. Romy tombe éperdument amoureuse, et bientôt elle ne vit plus que par lui, à travers lui pour lui. Elle quitte tout sa langue maternelle, sa carrière florissante en Allemagne, sa mère omniprésente, pour le suivre à Paris. Dans cette ville où elle n'a aucun repère de Londres, devient son seul monde. Elle apprend le français pour le comprendre, le cinéma français pour l'aimer mieux. Elle s'abandonne avec une intensité désarmante. Mais lui, habitué à séduire sans s'attacher, ne vit pas le même amour. Delon aime Romy sans doute, mais à sa manière libre, floue, intermittente. Pendant 5 ans, leur relation est faite de hauts vertigineux et de silences tranchants. Romy attend souvent longtemps, trop longtemps. Il part, revient, s'évade, l'étourdit. Elle, fidèle, espère, croit, s'accroche. Quand elle est sur un tournage, il est dans les bras d'une autre. Quand elle revient, il est absent. Il ne la frappe pas, ne la trahit pas, frontalement, mais la tue lentement par intermittence, par indifférence. Par cette légèreté cruelle dont seuls les hommes profondément aimés savent user sans le savoir ou peu, être en le sachant trop bien. En 1963, elle découvre dans la presse la nouvelle qu'elle redoutait. Delon est désormais en couple avec l'actrice Mireille Darc. Leur histoire à eux deux est terminée. Il ne lui a pas dit au revoir. Il lui a laissé une lettre. Une simple lettre posée dans l'appartement, comme on ferme une porte sans bruit. Romy s'effondre. Elle rentre en Allemagne, le cœur en ruine, l'âme sans boussole. Elle tente de se reconstruire, mais rien ne remplace ce qu'elle a perdu, ni les rôles, ni les étreintes passagères, ni les sourires diplomatiques. Et pourtant, elle ne le déteste jamais. Elle continue de l'aimer silencieusement, secrètement, même lorsqu'elle épouse Harry Mayenne, même lorsqu'elle devient mère, même lorsqu'elle tente de réinventer sa vie. Alain Delon est toujours là quelque part, dans une pensée, dans un souvenir, dans une absence. Il n'est plus son amant, mais il est devenu pire un fantôme vivant, celui que personne ne peut égaler. Des années plus tard, ils se retrouvent pour tourner La Piscine 1969. À l'écran, la tension est palpable, leur passé coule dans chaque regard, chaque silence, chaque contact évité. C'est l'ultime écho d'un amour qui n'a jamais vraiment cessé. Une blessure élégante filmée en Technicolor. Ce qui détruit Romy Schneider, c'est pas l'infidélité. C'est la fidélité à un homme qui ne lui a jamais promis de rester. C'est l'attachement à une silhouette qui s'éloigne dès qu'on croit la saisir. L'amour qu'elle voue à Delon n'est pas toxique dans ses gestes, il est toxique dans sa constance. C'est un amour qui consume sans éclater, une braise lente éternelle. Et ce feu-là, elle le portera jusqu'à la fin. Même lorsque les années les éloigneront, même lorsqu'elle sera heureuse en apparence avec d'autres, même lorsque son fils mourra, c'est vers Delon qu'elle se tournera encore. Parce qu'il était, dans sa vie, le seul homme qu'elle n'a jamais pu oublier, et peut être le seul qui aurait pu la sauver s'il avait su rester. Le 5 juillet 1981, le monde de Romy Schneider bascule à jamais. Son fils David, âgé de 14 ans, tente de franchir la grille en fer, forgée de la maison de ses grands-parents à Saint-Germain-en-Laye. Il glisse, chute et s'empale sur les pointes acérées. Mort sur le coup. C'est pas seulement un accident tragique, c'est un arrachement, une déchirure au-delà du dissible. Pour Romy, cette scène s'imprime dans l'âme comme une malédiction. Son enfant est mort sans elle, son fils unique. Sa seule lumière.
Les jours qui suivent, elle est absente. Le regard vide le visage comme figé dans une douleur qu'aucun mot ne peut traduire. Elle ne crie pas, elle ne se plaint pas, elle ne cherche pas de coupable, elle se ferme. Et tout autour d'elle, le monde semble se voiler de noir. Les journalistes rôdent les caméras l'attendent, mais Romy ne parle plus. Elle ne jouera plus jamais un rôle au cinéma comme avant. Parce qu'il n'y a plus de rôle à jouer quand le cœur est vidé de sa substance. C'est dans ce gouffre qu'une lettre lui parvient. Une lettre d'Alain Delon. Il ne s'est pas déplacé. Il n'a pas osé ou pas su ou pas voulu. Mais il a écrit. Une lettre de plusieurs pages, bouleversante, dans laquelle il lui dit qu'il n'avait jamais eu le courage de dire « Je devais être là. J'aurais dû te soutenir. Te porter. Mais je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi. » Ce sont des mots tardifs écrits à l'encre tremblante, des mots qui pleurent à leur manière, mais qui n'ont plus le pouvoir d'empêcher la noyade. Romy lit cette lettre seule dans son appartement parisien. Elle la relit. Encore et encore. C'est pas une déclaration d'amour, c'est une confession, une reddition. Et dans ce geste, elle perçoit peu être pour la première fois que Delon l'a aimée lui aussi. Mais à sa manière. Avec maladresse, distance, pudeur. Trop tard. Après la mort de David, elle essaie pourtant de tenir. Elle accepte un dernier tournage, La Passante du Sans Souci. Elle y incarne une femme brisée par la guerre et la perte. Le rôle lui colle à la peau. Elle ne joue plus, elle témoigne. Chaque plan semble être une prière, chaque regard un adieu. Le tournage est douloureux, physiquement et moralement. Elle est amaigrie, épuisée, fragile. Mais elle s'accroche comme pour laisser un dernier message au monde. Ses proches la voient s'éteindre lentement. Elle fume de plus en plus bois, parfois trop d'or à peine. Sa santé vacille, son esprit aussi. Elle dit qu'elle ne rêve plus, qu'elle ne croit plus à la paix. Elle répète que son fils l'appelle dans ses songes. Les psychiatres parlent de dépression majeure. Elle refuse les traitements lourds. Elle veut rester lucide, présente, même dans la douleur. Et puis un matin de mai 1982, elle ne se réveille pas. Son compagnon de l'époque, Laurent Pétain, la retrouve inanimée. Officiellement, une crise cardiaque. Officieusement, une usure totale. Du corps, de l'âme, du cœur. Elle avait 43 ans. Et toute une vie encore à vivre, mais plus aucune envie de la traverser. Romy Schneider ne s'est pas suicidée, elle s'est laissée partir. Elle a glissé doucement dans ce silence qu'elle portait depuis trop longtemps. Et dans ce dernier souffle, il y avait peu être encore le nom de son fils. Ou celui d'Alain. Car au fond, c'est pas le destin qui l'a tué, c'est l'accumulation des absences, celle de l'homme qu'elle aimait, celle de la tendresse au moment où elle en avait besoin, celle d'un monde qui ne pardonne pas aux femmes d'être fragiles, et ce vide-là, personne n'a su ou voulu le combler. La mort de Romy Schneider, comme celle de son fils David 1 an plus tôt, n'a pas seulement bouleversé ses proches. Elle a secoué tout un pays, toute une époque. Et surtout, elle a mis à nu un système qui, dans sa froideur implacable, n'a su offrir à cette femme qu'une exposition brutale presque indécente. En France, la presse s'empare aussitôt de la nouvelle. Les titres s'alignent en une Romy est morte, la reine est tombée, le chagrin a eu raison d'elle. Mais derrière ces phrases poétiques se cache une voracité médiatique qui n'épargne rien. Des journalistes fouillent son passé, ses addictions, supposent ses amours écornés. Certains insinuent une overdose. D'autres évoquent un suicide maquillé. La rumeur devient plus forte que la vérité. Elle qui avait toujours protégé farouchement sa vie privée se voit dépouillée de sa dignité, même dans la mort. Les photos de ses dernières apparitions amaigries fatiguées sont étalées dans les magazines. On parle de la fin d'une étoile comme si l'on avait oublié qu'elle fut aussi une mère, une femme, une survivante. Sur le plan juridique, l'affaire ne donne lieu à aucune poursuite. Le décès est classé comme naturel. Mais, moralement, une question demeure qui aurait pu ou dû intervenir ses amis, ses partenaires. Le monde du cinéma, qu'il a tant célébré Romy, n'a jamais demandé d'aide, mais ce silence, ce refus de se plaindre, n'était-il pas justement un appel étouffé? À force de vouloir incarner la force dans la fragilité, elle a fini par se rendre invisible dans sa douleur. Et personne, ou presque, ne l'a vraiment vu sombrer. Alain Delon lui garde le silence. Il n'apparaît pas aux obsèques officielles. Mais dans l'ombre, il veille. C'est lui qui fait transporter son corps en Autriche, selon les souhaits de Romy. C'est lui encore qui place dans le cercueil la dernière lettre qu'elle avait reçue de son fils David. Ce geste intime et bouleversant sera longtemps ignoré du grand public. Mais il dit tout la douleur qu'on ne sait pas nommer l'amour, qu'on ne sait pas montrer le regret qu'on porte jusqu'à la tombe. Romy Schneider laisse derrière elle une œuvre immense, mais aussi un vide vertigineux. Les femmes du monde entier des générations plus jeunes la redécouvrent comme une sœur perdue. Non pas une star parfaite, mais une femme brisée qui n'a jamais cessé d'avancer.
Et ce paradoxe douloureux, être admiré publiquement tout en étant abandonné en privé, devient une forme de leçon cruelle. L'amour ne protège pas, le talent non plus. Dans le miroir tendu par la mort de Romy Schneider, c'est tout un système de célébrité que la société voit se refléter. Et ce reflet est glaçant. Aujourd'hui, encore plus de 40 ans, après sa disparition, le visage de Romy Schneider hante les écrans et les mémoires. Ses films repassent ses mots, résonnent ses silences, bouleversent. Elle n'est pas devenue une icône figée, mais une douleur vivante, un mystère persistant. Car Romy ne se résume pas à une carrière. Elle incarne un combat, celui d'aimer sans mesure de vivre, sans filet, de tomber sans jamais renier sa vérité. Dans les hommages qui lui sont rendus, une image revient toujours celle de ses yeux. Des yeux qui semblaient contenir tous les océans du monde. Des yeux qui riaient rarement, mais disaient tout. Derrière eux, il y avait l'enfant blessé, l'amoureuse abandonnée, la mère inconsolable, et pourtant, elle n'a jamais cherché à susciter la pitié. Elle avançait dignement avec cette élégance désespérée propre aux grandes âmes. Sa relation avec Alain Delon, elle continue de fasciner. Jusqu'à aujourd'hui, il refuse de trop en parler, mais ses gestes parlent pour lui. Lorsqu'on lui demande ce que représentait Romy, il répond « toute ma vie ». Une phrase simple, presque sèche, mais qui contient l'abîme. Il n'a pas su l'aimer au bon moment, mais il ne l'a jamais oublié. C'est peu, être cela, le vrai châtiment de l'amour, manquer survivre à celui qu'on n'a pas su protéger. Ce qui reste de Romy Schneider, c'est une ombre lumineuse. Une blessure ouverte dans le cœur du cinéma européen, une voix qui, même éteinte, continue de murmurer aux femmes d'aujourd'hui qu'il est permis de faillir, de souffrir, de douter, et que parfois aimer est déjà une forme de victoire.